en tout cas pour donner la parole à Guillaume, qui est sociologue, chercheur à l'IRD et qui travaille sur ce qu'on appelle l'immigration hautement qualifiée, c'est-à-dire le déplacement notamment des étudiants, mais aussi des ingénieurs et des chercheurs. Après avoir travaillé sur le parcours, sur le projet de migration, il développe actuellement un projet qui compare le Sénégal et le Maroc. Donc, à toi, Hicham. Bonsoir à toutes et à tous. Et à travers Sylvain et l'équipe d'organisation, je tiens à remercier le collège pour cette invitation. Donc, comme disait Mina, je suis sociologue et ma présentation sera un condensé de ma recherche doctorale que j'ai soutenue en co-tutelle entre mon université d'origine, l'université de Agadir au Maroc, et le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM de Paris. La thèse portait sur les parcours migratoires et les trajectoires professionnelles de Marocaines et Marocains qui sont venus ici en France pour faire des études supérieures. Et au moment de mon enquête de terrain, elles occupaient des postes d'ingénieurs et de cadres supérieurs dans les domaines de la finance, de l'informatique, des technologies d'information et de communication. Et dans ce travail de thèse, je comparais aussi bien le parcours de celles et ceux qui font le choix de rester en France avec le parcours de celles et ceux qui font plutôt le choix de retourner au Maroc. Donc, dans ce travail de thèse, j'ai aussi étudié les raisons pour lesquelles ces Marocaines et Marocains ont fait le choix de venir étudier ici en France, quelles sont aussi les ressources financières, mais pas que, économiques et sociales, mais aussi culturelles qu'ils ont déployées pour concrétiser leur départ. Et puis j'ai étudié aussi ce que j'ai appelé le premier moment de l'immigration, c'est-à-dire le fait de venir et d'intégrer un autre système, on va dire, éducatif, et puis l'expérience aussi d'altérité, vraiment le premier moment de l'immigration. Et puis, à travers une enquête de terrain, mais située, c'est-à-dire réalisée à la fois ici à Paris et à Casablanca au Maroc, j'ai essayé d'appréhender les raisons pour lesquelles certaines et certains font le choix de rester et d'autres font le choix plutôt de retourner au Maroc. Donc pour le temps qui m'est imparti, je vais parler justement de ce pan de l'immigration internationale marocaine en France qui reste très peu connu d'ailleurs par rapport à d'autres formes d'immigration. Je vais commencer par planter le décor pour dire que sur une population étudiante, selon les dernières estimations de l'UNESCO, au Maroc, on est à peu près à plus de 1 250 000 étudiants qui poursuivent une formation au post-baccalauréat. Et il n'y a que 5% qui poursuivent leurs études supérieures à l'étranger. Donc c'est à peu près 63 000 étudiants et étudiantes marocaines qui continuent une formation supérieure post-bac à l'étranger. Donc pour dire aussi 5%, ça reste très minime, pour montrer aussi l'accès inégal à cette forme de migration internationale, à la fois en termes de ressources économiques nécessaires pour pouvoir étudier à l'étranger, mais aussi vis-à-vis des politiques migratoires qui considèrent aussi les étudiants comme des migrants comme les autres. Et le dernier projet de loi de l'immigration nous l'a montré avec cette caution pour les étudiants étrangers. Heureusement, le Conseil d'État, mais quand même, le fait d'y penser, donc ça veut tout dire. Donc voilà, c'est un petit graphe pour montrer l'évolution du nombre d'étudiants marocains à l'étranger. Mais là, je vais rebondir par rapport à ce que disait ma collègue ce matin, Flore. Effectivement, il y a une augmentation de nombre d'étudiants marocains qui vont partir à l'étranger, mais il ne faut pas la dissocier du nombre d'étudiants de manière générale qui sont au Maroc. Donc en fait, plutôt, la tendance reste vraiment constante. Il y a aussi une mondialisation de la mobilité étudiante marocaine, comme le montre la carte suivante. Donc ça concerne aussi bien les États-Unis, le Canada, les pays de Golfe, le Japon, en grande partie les Marocains. Ils vont principalement en France. Et d'ailleurs, ils représentent aussi la première population, et depuis d'ailleurs plusieurs années, la première population d'étudiants étrangers en France. Et deuxième, troisième position, ça joue à chaque fois entre les Algériens et les Chinois. Je vais essayer de faire aussi une esquisse un petit peu socio-historique sur cette forme de migration internationale marocaine, qui est une migration ou une mobilité qui remonte au début du siècle passé, au moment du protectorat, et qui a vu vraiment son essor au moment de l'indépendance du Maroc en 1956. Donc, pendant la période coloniale, et effectivement, il existait un système scolaire discriminatoire. D'ailleurs, le premier
résident général au Maroc, Hubert Lyautey, a créé des écoles de notables du Maroc parce que son objectif était de former une élite autochtone qui doit vraiment prendre, on va dire, en charge l'administration marocaine. Donc c'était vraiment une école discriminatoire pour le coup, et le système, on va dire l'enseignement supérieur, était presque inexistant, à part l'université, la première université d'ailleurs considérée comme la première université dans le monde, l'université de Fès, le Qarawiyyin. Donc il n'existait pas vraiment un enseignement supérieur. La première université au Maroc a été créée en 1956, l'université Mohamed V. Et pour le coup, donc l'élite économique et sociale marocaine n'hésitait pas à envoyer leurs enfants poursuivre leurs études supérieures ici en France. Et d'ailleurs, ces étudiants, ils ont joué un rôle considérable dans le mouvement d'indépendance des 3 pays du Maghreb, grâce à leur association et leur mobilisation depuis la France pour contribuer à l'indépendance de leur pays d'origine. Du coup, pour faire rapidement, depuis ces moments-là, la France s'est ancrée un petit peu dans l'imaginaire collectif des étudiants et des familles marocaines comme la destination automatique pour poursuivre les études supérieures en France. Donc jusqu'aux années 70, il y avait quand même une politique plus ou moins généreuse et libérale pour accueillir les étudiants étrangers, principalement ceux issus des anciennes colonies. Donc l'objectif était double. D'abord pour maintenir une influence dans ces pays-là. Les étudiants étrangers issus des pays des anciennes colonies étaient considérés aussi comme des ambassadeurs de la France dans ces pays-là. C'était aussi une façon de garder un peu l'influence de la francophonie, mais aussi les intérêts économiques, culturels dans ces pays. Et puis depuis les milieux des années 75, on voit un discours justement qui va dissocier les étudiants issus de ce qu'on appelle les pays du Sud des étudiants qui viennent des pays plus, on va dire, de développement ou des pays du Nord. Parce que, soi-disant, les étudiants qui viennent des pays du Sud, ils tirent vers le bas l'enseignement supérieur français, pardon. Et depuis les années 80-90, on va voir, on va dire, la baisse du nombre d'étudiants étrangers en France. Et puis, cette baisse-là va encore se concrétiser avec la création, à partir de 98, d'agences, on va dire, qui sont établies dans les pays d'origine, et du France, la création aussi des centres des études en France, et puis l'agence qu'on connaît aujourd'hui, l'agence Campus France, qui est vraiment une agence pour promouvoir l'enseignement supérieur effectivement à l'étranger, mais surtout une agence qui est là pour filtrer et maîtriser ces flux d'étudiants depuis les pays étrangers. Je n'ai pas le temps de vous expliquer peut-être dans les échanges toute la démarche Campus France et combien ça coûte en termes d'argent. Juste rapidement pour vous dire que pour un étudiant étranger, pour avoir ce fameux sésame de visa pour études, il doit avoir sur son compte bancaire l'équivalent de 8 000 € pour avoir ce visa. Et je ne pense pas qu'un étudiant français a cette somme d'argent bloquée sur son compte bancaire. Après, là, je voulais vous expliquer aussi les raisons de départ de ces étudiants étrangers, notamment marocains. Donc, il y a les logiques, on va dire, de reproduction sociale, mais aussi une visée pour une mobilité sociale ascendante en obtenant un diplôme acquis à l'étranger, mais il y a d'autres raisons, notamment l'ouverture du champ de possibles, que ce soit en termes de formation peu développée ou inexistante au Maroc, stratégie aussi d'anticipation de carrière professionnelle. Par exemple, j'ai rencontré des ingénieurs, c'est parce qu'ils étaient passionnés par le domaine marin, par l'aéronautique, ce sont des formations peu existantes au Maroc. Et puis pour certains, c'est juste une voie royale d'expatriation. Aujourd'hui, faire des études à l'étranger, ça facilite plus de quitter le Maroc que par d'autres voies. Et puis voilà, je disais que certes, il y a des départs, mais il y a aussi des retours. Donc ça, c'est des forums de recrutement d'entreprises multinationales et nationales qui se déplacent à Paris, à Londres, au Canada, pour essayer d'embaucher des Marocains qui sont en poste ici ou fraîchement diplômés pour retourner au Maroc. Merci de votre attention. Merci Michel. Donc on va continuer avec Mathilde Bégrand de l'agence Erasmus+, Éducation Formation France, qui va nous parler en fait des enjeux et opportunités de mobilité des enseignants-chercheurs et des doctorants dans le cadre du programme Erasmus que vous avez la charge de promouvoir auprès des établissements d'enseignement supérieur. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette opportunité de venir parler du programme Erasmus+ aujourd'hui. L'agence Erasmus+ France Éducation Formation que je représente aujourd'hui est en fait une agence nationale sous la tutelle effectivement des ministères français, mais aussi surtout
de la Commission européenne pour mettre en œuvre le programme Erasmus+, dans sa composante éducation-formation. Le projet de l'Union européenne sur la construction de l'espace européen de la recherche, mais également de l'espace européen de l'éducation et de l'enseignement supérieur, a la mobilité en son cœur. Et le programme Erasmus+, est l'outil financier pour mettre en place ces stratégies. La mobilité est clairement vue, on verra après avec deux, trois pourcentages, comme étant un outil à plusieurs niveaux. Au niveau de l'individu, acquérir des compétences personnelles pour la vie de tous les jours, telles que l'ouverture, etc. Des compétences professionnelles pour pouvoir répondre aux besoins du monde du marché à un niveau européen, mais aussi un outil à ramener au sein des institutions pour un impact sur l'institution, notamment sur l'innovation pédagogique. On revient vraiment à cette idée qui a été brassée depuis ce matin, que l'interaction amène l'innovation, l'interaction amène énormément de choses, et c'est pour ça que c'est au cœur du projet européen. Donc avec des objectifs très ambitieux, 10 millions de mobilités supplémentaires, et des recommandations de la Commission européenne qui sont sorties là, au mois de novembre, il n'y a pas longtemps. Donc aussi dans un contexte très particulier en termes de questions sur l'immigration. D'un côté, on a des lois qui vont vers des choses plus restrictives, et c'était dit tout à l'heure sur la mobilité qu'on a dit légale, sur aussi de la mobilité sur des talents particuliers. Donc là, par exemple, les chiffres de mobilité qui ont été réénoncés par la Commission, là, on est sur l'espace européen, donc mobilité intra-européenne, demande par exemple aux institutions, demande aux États membres de s'engager sur mettre en place pour les mobilités des étudiants du diplôme de l'enseignement supérieur un minimum de 25% des étudiants qui doivent avoir fait de mobilité dans le cadre de leur cursus, mais aussi vise les formations professionnelles comme les bacs pro, les CAP, etc., en demandant une mobilité de 15%. Donc des engagements assez forts en termes de mobilité qui viennent un peu des fois compléter ou en tout cas être un peu antinomiques à d'autres styles d'actualité que nous avons. Je suis face à vous, je ne résiste pas au fait de vouloir vous vendre 2-3 trucs quand même, et vous vendre notamment les revues scientifiques de l'agence Erasmus qui peuvent vous intéresser. Donc, je ne vais pas détailler là, on a d'abord les notes de l'Observatoire Erasmus qui étudie justement les impacts d'Erasmus dans sa mobilité, dans les projets de coopération, mais également une revue scientifique qui s'appelle le Journal International Mobility, le JIM, dont certains d'entre vous connaissent d'ailleurs. Là, je regarde mon voisin au bout de la table, qui traite notamment de la mobilité, qui fait des appels à contribution de manière régulière. Le prochain se clôture le 12 février, notamment sur la question de la mobilité des étudiants et des enseignants et du monde académique. Donc, je vous invite à acheter un œil. Le programme Erasmus, pareil, je ne résiste pas de vous montrer tout ce que l'on peut faire. Il est très connu pour la mobilité des étudiants. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez un premier pilier qui est effectivement sur la mobilité des individus. Et quand on dit individu, on dit apprenant. Quand vous voyez, je dis apprenant, je ne dis pas étudiant. Parce que les apprenants, c'est tout le système éducatif qui est concerné par le programme Erasmus, alors qu'on ne connaît que les étudiants. Ça va être de la mobilité à nouveau sur les formations professionnelles, CAP, BAP, ça va être des mobilités au niveau du lycée général, et même de la mobilité des personnels, enseignement supérieur, on va venir, mais des personnels, par exemple, dès la petite enfance. Voilà, c'est des choses que l'on ne sait pas, mais ça existe aussi dans Erasmus. Le deuxième pilier va être la partie coopération. C'est quelque chose dont vous avez plus l'habitude. C'est tout ce qui va être de l'ordre de la coopération internationale ou européenne avec des partenaires européens, mais pour mettre en place des solutions éducatives, des modules de formation, des serious games, des plateformes d'innovation pédagogique, c'est qui peuvent être mis en place avec vos partenaires de recherche par exemple. Et dernier qui n'est pas connu mais qui est extrêmement mis en valeur et qui va être important dans cette année aussi un peu charnière pour l'Union européenne avec... on arrive à mi-parcours des financements européens. Le fait qu'il y ait des manifestations des agriculteurs joue aussi sur ce sujet-là. On arrive au milieu de la PAC, mais on arrive également au milieu du programme Erasmus en termes de financement. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer en termes de financement cette année. Et puis c'est aussi les élections européennes qui arrivent aussi sur l'impact de ces mobilités, sur la question de l'identité européenne, de la transmission des valeurs européennes, de comparaison à l'autre, qui je suis en tant que Français, mais qui je suis en tant qu'Européen aussi. Comment je découvre tout ça au sein d'une mobilité. Et on a une action qui travaille là-dessus, qui est l'action Jean Monnet, avec des modules, des chaires qui financent des recherches sur ces sujets de l'appropriation du sujet européen, dont moult sujets. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi une chaire Jean Monnet par un collègue de l'Université Libre de Bruxelles sur la question des droits européens, de l'immigration par exemple. Voilà à l'écran tous les financements existants dans Erasmus qui sont ouverts aux enseignants-chercheurs pour porter des projets de recherche, développement de master d'excellence, développement de projets pédagogiques, mais aussi la mobilité.
Vous aurez mon contact à la fin, n'hésitez pas à le prendre en photo et on pourra en reparler. Pour en venir sur les formats de mobilité, donc Erasmus+, c'est des financements qui sont distribués par les établissements directement aux individus. On m'a demandé de parler de la mobilité des doctorants, mais en fait, elle marche très mal en France, la mobilité des doctorants financée par Erasmus. Je vais évoquer quelques pistes. Vous voyez, c'est que sur la période 14-20, donc l'ancienne programmation budgétaire, c'est des budgets de 7 ans, l'Union européenne, on n'est qu'à 1,4% des mobilités étudiantes. C'est notamment lié au fait, je pense, que le doctorat en France a une structuration, même si on est passé au niveau LMD, le doctorat, 3 ans, en ECTS, a quand même une structuration, je parle de manière généraliste, elle n'est pas semestralisée, les cours ne sont pas forcément liés à des ECTS, le contrat doctoral est un grand avantage pour les étudiants, mais il y a un certain nombre de devoirs aussi liés au contrat doctoral qui ne va pas forcément aller dans une mobilité telle qu'imaginée dans Erasmus, puisqu'Erasmus, la mobilité, je vais suivre des cours chez un partenaire, je récupère des notes, des ECTS et je les valide dans ma formation d'origine. La mobilité dans Erasmus, c'est des termes qu'on a vus aussi plus ce matin, c'est ce qu'on appelle une mobilité encadrée. Elle se fait forcément dans le cadre d'un partenariat entre 2 établissements. La mobilité des personnels, elle est de 2 ordres. Quand on dit des personnels, c'est à la fois effectivement le personnel académique, mais aussi c'est le personnel administratif. Dans vos laboratoires, les personnels techniques, par exemple, pourraient tout à fait être éligibles à une mobilité Erasmus. L'idée, à nouveau, là, est soit d'aller donner des cours, ça va être la mobilité pour les enseignants, ou d'aller renforcer ses pratiques, ses connaissances, faire de l'observation, et de par là, augmenter ses compétences personnelles, mais aussi augmenter les compétences de ma structure. On est sur des durées de 2 jours à 2 mois, on va être sur des compléments financiers, journaliers, qui vont être assez attractifs au bout du compte. Quand on regarde les résultats, les impacts de ces mobilités, on va être sur le développement des coopérations. C'est-à-dire que 91% des individus estiment que leur mobilité a renforcé ou étendu leur réseau professionnel. C'est aussi l'internalisation de leur établissement d'envoi par l'utilisation de ce réseau professionnel. Et puis après, c'est des compétences pratiques ou professionnelles, langue étrangère ou pratiques professionnelles. Le chiffre de 42% s'explique sur 2 types de personnel. Les personnels, tout ce qui va être administratif et technique, vont avoir un chiffre de pourcentage beaucoup plus important sur le fait d'avoir renforcé leur capacité professionnelle, en tout cas par l'échange. Les mobilités d'enseignement, ce n'est pas le cas. C'est peut-être aussi parce que la méthode d'enseignement et le renforcement des pratiques est peut-être moins là, puisqu'on va donner cours et non pas un croisement pédagogique. Ça va être créé par d'autres biais. Ensuite, il y a l'impact directement sur l'établissement. C'est là aussi que ça devient intéressant et qu'il y a un certain nombre de limites. Développement des mobilités des coopérations, de par le renforcement du réseau, par les interactions. Un meilleur accompagnement aussi du fait international dans l'établissement quand on revient. Une meilleure compréhension de ce que vit un étudiant international. Une meilleure compréhension aussi de l'accompagnement, de la nécessité de pousser ses étudiants à faire de l'international. Et développement de formation en langue étrangère aussi besoin. Là où il y a vraiment un gros trou, c'est sur la valorisation de ces mobilités. Comment, dans la carrière d'un personnel, dans la carrière d'un enseignant-chercheur, dans la carrière d'un enseignant, le fait d'avoir fait une mobilité Erasmus ou d'avoir fait une mobilité est reconnu. On touche du doigt la question de la reconnaissance, par exemple, des responsabilités pédagogiques ou des responsabilités administratives des enseignants. Comment, dans une carrière, cet ensemble d'engagements autres que purement scientifiques sont reconnus, et là, ça reste compliqué. Et par-delà, limite le souhait de faire une mobilité de ce type-là, Erasmus, limite le fait, du coup, d'avoir un impact sur l'établissement. Et donc, c'est tout un travail que nous, on fait aussi en termes d'agence Erasmus auprès des institutions, c'est de convaincre de l'intérêt et de ce type de mobilité pour être un levier aussi de développement de l'institution et de la structure. Donc, voilà en quelques lignes de sujet des opportunités, de l'impact des personnels. Si vous avez des questions ou des souhaits d'aller plus loin, voici mon mail. Merci beaucoup. Alexandra est anthropologue, chercheuse et affiliée au CESMA, sur la figure de l'exilé et une approche qui interroge les subjectivités de l'exil, qui va faire une intervention sur les enjeux de langue, de traduction et de médiation dans les situations de migration. Merci beaucoup, chers collègues. Bonsoir à tous, je vois que la journée a été passionnante mais longue et je vais essayer en 10 minutes de présenter un autre cas d'une migration qui n'est pas privilégiée en ce moment, qui est celle de ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, les réfugiés, les exilés, et de vous montrer aussi une espèce d'écosystème, le passage extrêmement rapide d'un programme de recherche ANR que nous avons co-dirigé, ma collègue Marie-Caroline Saglio-Yazimirski et moi,
pendant plusieurs années et qui porte justement sur la question des langues, la question de la traduction, la question de l'accueil à travers les langues, avec plusieurs objectifs, enfin vraiment les interactions, donc interactions en face à face dans le sens d'Erving Goffman, mais surtout dans un contexte plurilingue, babélien si l'on veut, les interactions avec l'administration française, notamment l'administration de l'asile. Alors nous avons travaillé au plus près des campements, des centres d'hébergement d'urgence, à Calais, à Paris, à la frontière italienne, Haute et Basse, donc Briançon et Vintimille, frontière dans tout le Calaisie, et dans tous les centres d'hébergement, avec comme objectif d'étudier les enjeux théoriques et pratiques des stratégies d'interaction et comme hypothèse l'existence d'un vocabulaire performatif de la migration et de l'asile empruntant à différentes langues, co-construit par différentes catégories d'acteurs, le plus souvent à l'oral, un petit peu l'équivalent, toute proportion gardée, du travail de la publication de Klemperer sur une langue des camps. Il y a une langue des campements, une langue multilingue des campements qui vient du dari, du persan, de l'érythréen, des formes d'arabe, etc., mais aussi des acronymes de l'administration française. Et juste pour une anecdote, nous avons fait au tout début de notre recherche une étude de l'ensemble des traductions disponibles sur les sites de l'administration française, et sans doute ne serez-vous pas totalement étonné d'apprendre que la page web est le site qui est le mieux traduit en 25 langues, et bien traduit sans erreur de traduction, et la page consacrée à l'aide volontaire au retour. Le reste, c'est une catastrophe. De travailler sur les langues, même quand le projet est porté par l'INALCO, c'est-à-dire par l'institution qui est spécialiste des langues et civilisations, avec une équipe qui au départ avait 14 chercheurs et chercheuses, anthropologues, sociologues, historiens, etc., mais aussi sociolinguistes. Très vite, c'est devenu une recherche participative, puisque de fait, il ne s'agit pas seulement de parler la langue, il s'agit de parler ce vocabulaire, de parler cette langue en situation et en contexte. Et dès le départ, l'équipe s'est élargie jusqu'à atteindre 40 membres qui ont travaillé ensemble entre les langues, pour les langues, avec une méthodologie à la fois participative de fait et de recherche-action également. Nous avons, outre toutes les publications d'usage dans les programmes ANR, nous avons aussi créé un site qui s'appelle le migralect.org, ensemble évidemment, où nous avons créé un lexique de ces mots, de se parler de la migration en 5 langues principales, donc arabe avec des déclinaisons entre l'arabe marocain, l'arabe soudanais, l'arabe syrien, etc., mais aussi persan, pashto, tigrinya, ourdou, et aussi un dialecte nouveau, enfin un lexique nouveau qui est celui du migralect, ce qui va se situer entre les langues, mais aussi les mots qui vont passer d'une langue à l'autre, les mots qui vont passer de l'arabe soudanais pour s'imposer dans tout l'écosystème de la migration, jusqu'au juge de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile, la Cour de recours, qui va employer des termes, avec des malentendus d'ailleurs récurrents. Je pense notamment au mot taskira, qui veut dire dans le contexte afghan ou arabophone tout à fait des choses différentes. Soit l'acte de naissance, soit le billet de train, et vous comprenez les erreurs de traduction possibles quand c'est le juge, la CNDA qui l'emploie. Voilà, j'aurais pu vous montrer, donc il y a 2194 mots, etc. C'est marqué sur l'écran, mais il y a aussi des notices où nous avons documenté anthropologiquement et sociologiquement les mots en contexte. Qu'est-ce qu'ils signifient dans les campements, le camp, comment ils sont utilisés, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce que ça signifie, comment c'est utilisé, etc. Alors, évidemment, tous les termes décrivant l'expérience migratoire, la façon dont les gens se nomment quand ils sont dans les parcours migratoires, des parcours migratoires le plus souvent, alors vraiment non privilégiés, en général durs, l'expérience de la mort, de la souffrance, du naufrage ou des exactions aux frontières de la route des Balkans. Je voulais aussi vous rajouter, peut-être pour faire un lien un peu indirect avec la Bible, l'Ancien Testament notamment, rappeler à quel point les accents sont importants, comment nous avons essayé dans cette base de données de prendre en compte les accents et les prononciations pour distinguer des mots qui sont passés dans les langues en gardant leur forme française, mais qui vont agir comme, et c'est là la référence biblique, autant de chibolette, c'est-à-dire que la prononciation des termes va préciser d'où on parle, qui parle, et donc à chaque fois vous avez ici arabe, farsi, c'est la nomenclature internationale, ourdou, pashto,
français. Toutes les langues mises au même niveau. Et puis, à chaque fois, des explications, mais aussi des renvois vers des cartes, des renvois vers des mots associés de cette base de données qui je pense, est la première jamais créée, mais surtout créée en commun, de façon tout à fait collaborative, sur ce que la migration fait aux langues, ou les migrations font aux langues, mais aussi comment la langue va intégrer l'expérience migratoire et la modifier. Alors, ce que ces recherches nous ont aussi montré, et je résume 5 années très, très denses de recherche, c'est aussi l'importance de ce manque de la traduction, dont je vous donnais l'exemple tout à l'heure, pour les sites de l'OFPRA ou de l'OFI, nous a conduit très vite, dès 2017-18, à penser à une formation de médiateurs pairs. Les médiateurs pairs ou community mediators en anglais existent en Angleterre, existent en Italie, et ils n'existent pas en France, c'est-à-dire des gens qui sont capables non seulement d'interpréter, mais de traduire, d'expliciter d'une langue à l'autre, mais aussi vis-à-vis du pays d'accueil, ce passage. Et c'est là où nous avons créé, conjointement avec les autres recherches que nous menions, le premier programme en France, qui s'appelle le DU professionnel Hospitalité, Médiation, Migration, directement issu des travaux de l'ANR Liminal et de Migralect, qui vont former maintenant à peu près à 130 étudiants, c'est la 5e promotion. C'est surtout une formation qui est inconditionnelle, c'est-à-dire que nous ne regardons pas, l'INALCO nous permet dans le DU de ne pas regarder le statut juridique des personnes et donc de choisir les candidats selon plusieurs critères. Les langues parlées, le fait qu'ils parlent les langues les plus fréquentes de la migration aujourd'hui, l'expérience de la migration, et une expérience professionnelle déjà dans des structures d'accueil ou d'aide ou d'accompagnement ou de soutien, donc que celles-ci soient salariées et bénévoles. Donc ce sont des cours pratiques et théoriques fondés sur le partage d'expériences. Je voudrais dire aussi, puisque j'y enseigne depuis le début et avec ma collègue Marie-Caroline Saglio-Timirski, qui est maintenant la directrice de l'Institut Convergence Migration, à quel point nous avons aussi l'impression de poursuivre les recherches que nous avons menées sur les terrains en continuant d'échanger à partir de l'expérience des sujets, la façon dont les personnes vivent elles-mêmes ce problème de langue, ce problème d'être perdu dans la langue, d'être désarmé dans la langue, pour reprendre Saint John Perse, un très beau vers de Saint John Perse. Et peut-être, il me reste 1 minute, je voudrais quand même vous montrer un extrait d'un de nos médiateurs. Je m'appelle Basile Kamal et je parle arabe littéral, arabe classique soudanais et français et anglais. En fait, en situation de migration, la médiation interculturelle, c'est plutôt un type d'interprétation. L'interprétation, en général, c'est pour moi, personnellement, quand je réfléchis, l'interprétation, ce n'est pas du tout le même sens que la traduction. L'interprétation, c'est plutôt interculturel, c'est plutôt pouvoir s'exprimer et savoir et connaître par cœur la culture et les codes de vie des interlocuteurs, les 2 interlocuteurs. Et comme ça, on peut arriver à faire un middle ground entre les 2 parties, et c'est comme un espace de confiance. Si on ne crée pas l'espace de confiance, ce ne sera pas possible de faire une vraie interaction. La confiance, pour moi. Parce que l'interaction des migrants, en général, ça fait partie de la confiance. Si on n'est pas du tout confiant, on ne fait pas du tout confiance, on n'arrive pas du tout à nous exprimer et à se mettre en place tous les mots et les expressions qu'on veut faire. Et aussi, la confiance, c'est important pour faire la communication, parce que psychologiquement, la communication dépend plutôt sur l'espace de confiance entre les interlocuteurs. Et ouais, pour moi, la confiance, ça fait partir de la communication, de la médiation. On a beaucoup de mots, particulièrement en arabe, quand on réfléchit. Mais moi, personnellement, je réfléchis plutôt pour les Soudanais, pour les exilés soudanais, autant que travailleur social, interprète soudanais. Il y a trop de mots, à part des acronymes. Il y a des mots en français qu'on ne trouve pas forcément. Il y a des associations même, des constitutions en français qu'on ne trouve pas au Soudan avec le même sens. Comme par exemple la préfecture. Au Soudan, ça n'existe pas. On a d'autres types de bureaux, on a d'autres types de police, mais ce n'est pas la préfecture.
Parce que pour nous maintenant, pour la plupart des Soudanais, les exilés, quand on parle de la préfecture, on parle de la police. Et c'est pas de tout vrai, tout le genre. Parce que la construction administrative au Soudan, ça diffère. C'est plutôt anglo-saxon, mais aussi avec l'effection arabe. Donc, pour les Soudanais, quand on parle des policiers, on parle plutôt de la préfecture et la vice-versa. Et notre mot, comme le mot Sao, c'est un mot soudanais, ça veut dire la fusil. La fusil, ça veut dire... ça c'est pas parmi les Soudanais, les Soudanais en France, plutôt à La Chapelle. C'est un mot, c'est un concept créé par les Soudanais pour signifier les nouveaux arrivants. Le nouveau arrivant, quand il arrive, il est comme la fusil. Il est vide, il ne savent rien du tout, il tombe partout. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas trop de choses, ils ne savent pas parler, ils savent pas parler la langue, ils ne connaissent pas ne connaissent pas les codes. Donc pour nous, ça c'est le simple. Merci. Alors, au départ, notre but était aussi d'empêcher la fuite des cerveaux, mais ça, c'est qu'un vieux pieu, parce qu'une fois que les gens ont migré, certains reviennent et d'autres préfèrent rester, et ça, nous ne pouvons pas intervenir, bien sûr. Alors, les raisons pour l'immigration sont diverses. Dans le cas du Pérou d'Amérique latine, il y avait le problème des formations qui étaient inexistantes dans les pays d'origine. Je pense par exemple aux nanosciences, qu'il y avait très peu de formations sur les nanosciences. Et surtout le manque de matériel et d'instruments scientifiques adéquats. Alors il y a cependant des différences entre les sciences expérimentales et les sciences, on va dire, théoriques entre guillemets, pour laquelle l'important est de disposer de moyens de calcul. Alors depuis quelques années, le développement d'Internet et des réseaux de fibre optique tout autour de l'Afrique permet par exemple aux chercheurs africains d'utiliser des centres de calcul situés dans les pays, on va dire, du Nord, aux pays développés. Donc ils peuvent avancer dans leurs recherches en restant dans leur pays. Cependant, il y a des choses qui sont indispensables, c'est les contacts, et les contacts physiques sont aussi indispensables pour lutter contre l'isolement, parce qu'il y a souvent des très petites communautés scientifiques, et donc c'est difficile pour eux d'avancer. Et ensuite, il ne faut pas négliger que l'une des causes principales d'immigration, on en parle peu, peut être le besoin naturel des êtres humains, en particulier les jeunes, de bouger et découvrir d'autres cultures. Alors vous savez comme moi qu'en général les scientifiques sont des êtres curieux, donc si c'est des êtres curieux, ils vont aller voir ailleurs aussi. Alors quel type de migration? Alors il y a les formations de doctorat, de master, des courts séjours pour les formations plutôt réservées aux scientifiques en début de carrière. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a migré, qu'on a obtenu un diplôme? Eh ben on essaye de revenir déjà. Et le retour est parfois décevant, car obtenir un poste dans le pays d'origine est souvent très difficile. Un des problèmes du retour, c'est que les jeunes, on les surutilise pour enseigner, et ils n'ont pas de temps pour faire autre chose, pour faire du développement de travaux pratiques, pour faire de la recherche, et c'est un problème. Donc il faut souvent entreprendre une migration pour retourner dans le pays où il y a eu la formation de doctorat. Donc je connais différents pays comme ça, et notamment au Pérou, le problème c'est que les retraites des professeurs sont très faibles, ce qui fait que les professeurs restent en poste durant toute leur vie. Il y a très peu de postes pour les jeunes, pas de 109 qui arrivent, et donc c'est un gros problème. Alors il y a quelques années, une limite avait été imposée par le législateur péruvien à 76 ans. Or, récemment, sous la pression des partis politiques et de lobbyistes, cette limite vient d'être supprimée. Donc, on continue comme avant, même si c'est un des problèmes de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons agi pour l'accueil en France de jeunes étudiants pour réaliser le doctorat. Une partie d'entre eux est restée en France, que ce soit CNRS, Laboratoire d'analyse d'essais, l'INRIA, des universités, des start-up, des entreprises. Et d'autres sont revenus à leur pays d'origine. Et je dois dire que dans certains pays, le problème, c'était qu'il n'y avait pas assez de docteurs pour organiser des jurys pour les soutenances de thèse. Donc, on voit pourquoi aussi il y a eu des migrations. Et nous avons créé, donc, suite à nos actions, des domaines de recherche pour la spectroscopie laser
dans 2 universités péruviennes, et grâce à du matériel qu'on nous avait donné. Alors les jeunes doctorants, là j'ai mis une liste de personnes avec qui nous avons interagi, hein, de différentes origines au Pérou et puis dans différentes universités en France. Donc, il y a une grande diversité et je voudrais donc signaler qu'il y a un de ceux-là, Carlos Rojas Sanchez, qui est au CNRS à Nancy, a eu la médaille de bronze du CNRS, donc ce qui est quand même assez intéressant. Je dois dire qu'il y a eu plus de jeunes qui sont restés en France que ceux qui sont repartis au Pérou à cause du problème de pouvoir trouver un poste à l'université. Et dans les entreprises, c'était pas évident non plus. Alors les anciens qui ont fait leur thèse en France et qui sont retour au Canada, ce sont eux qui nous ont aidés à monter notre association et qui ont interagi avec nous. Un est exceptionnel, c'est Modesto Montoya, qui a fait une thèse d'état en physique nucléaire au CEA Saclay, et qui est le seul, à ma connaissance, à être issu de paysans du Haut-Plateau. Il y a donc d'autres anciens qui sont restés en France, qui ont des diplômes de professeurs émérites dans différentes universités, que ce soit en maths, en physique. Certains sont dans les entreprises, comme Thales, Soitec. Alors nous avons été aussi en contact avec des migrations, des jeunes qui ont migré à l'intérieur d'Amérique latine, notamment au Mexique, avec Elsie Mejia et Roberto Sato, qui sont maintenant enseignants à l'UNAM, à l'Université autonome de Mexico, en physique et nanosciences. Ensuite, il y a des migrations qui sont imposées par des difficultés économiques. Alors là, le pays, depuis déjà une dizaine d'années, où il y a ces problèmes, c'est le Venezuela. Et là, nous avons été en contact avec 2 personnes, dont un jeune qui a fait sa thèse à Lyon, José Becerra, et qui se trouvait un poste de professeur en Équateur, dans une université. Donc ça, c'est les problèmes du Venezuela. Et il y a une migration extrêmement importante, que ce soit en Colombie, Équateur, Pérou, Chili. Ça a provoqué des problèmes dans ces pays. Alors, quand en France, on voit le holà qui est mis par l'arrivée des migrants, là, c'était énorme. Bon, l'avantage, là, c'est qu'ils parlaient tous espagnol, donc c'était un moindre problème. J'ai fait une recherche aussi sur les prix Nobel de physique, et donc là je vais commencer la liste par la plus ancienne, qui est quand même relativement connue, qui est Marie Skłodowska-Curie, qui est originaire de Pologne, Georges Charpak, qui est originaire de Pologne, Claude Cohen-Tanucci, qui est né en Algérie, à l'époque où l'Algérie était la France, mais ça représente quand même une migration. Un aspect, c'est quelqu'un qui a été aussi VSNA, c'est-à-dire qui a fait son service militaire au Cameroun en enseignant. Pierre Agostini, lui, il a profité de sa retraite pour migrer aux USA à l'université de l'Ohio. Il a quand même eu un prix Nobel après, ce qui est pas mal. Et Anne Lullier, elle, a migré en Suède à l'université de Lund, où elle enseigne toujours et réside. Voilà, donc là, je vais peut-être m'arrêter. Je vais conclure, ça va être dur. Donc, il y a eu plusieurs jeunes qu'on a suivis. Et le retour, surtout, je voudrais dire que les circulations, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement des étudiants et même de notre développement aussi à nous. Voilà. Concernant le premier exposé, vous avez présenté la vision des étudiants qui vont étudier en France, mais comment ça s'est vu côté marocain de nos jours? Est-ce que c'est vu comme une opportunité, comme un problème? François parlait du brain drain. Est-ce que c'est un problème qui est haut dans l'agenda, où les gens considèrent que c'est plutôt une bonne chose? Et quel est le rôle finalement de la diaspora académique qui peut exister en France vis-à-vis du Maroc? Vous avez dit pour l'indépendance, ça a été très important. Donc, qu'est-ce qu'il en est de nos jours? Merci beaucoup pour très intéressante question. Donc, comme je le montrais déjà, il n'y a que 5% d'étudiants marocains qui peuvent partir. C'est vrai qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on parle de cette question de la fuite, des cerveaux, etc. Déjà, pour vous situer, j'aime pas ce mot de fuite parce qu'on est en train de blâmer la personne qui fuit, ou d'exode, alors qu'il n'y a pas beaucoup. Et puis, limiter cette population qui a son cerveau et les autres, alors vraiment non pas un. Donc, j'aime pas vraiment cette expression-là. Et puis, justement, dans mon travail, c'était de permettre aussi de déconstruire ce discours, on va dire, hégémonique, d'aborder cette question que prisme de départ comme un mouvement unidirectionnel, alors qu'il y a des retours, on va dire, volontaires.
parce que beaucoup d'entre eux, ils trouvent des opportunités de travail beaucoup plus intéressantes à l'étranger, puis même en termes de mobilité sociale, parce qu'en rentrant là-bas, ils ont accès à un certain niveau social qu'ils ne peuvent pas atteindre ici, par exemple. Et puis, effectivement, il y a une politique d'attention du Maroc qui est mise en place depuis le début des années 90. Donc le Maroc met en place plusieurs initiatives publiques qui visent à mobiliser ses compétences expatriées à l'étranger, pas forcément pour un retour définitif, mais ce qu'on appelle justement l'option diaspora. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir de manière ponctuelle pour transférer, encadrer des doctorants par exemple, participer à des séminaires. Le problème de la politique d'attention du Maroc vis-à-vis de sa diaspora, c'est qu'il vise que ce profil-là. Les ingénieurs, les informaticiens, les médecins, et sa politique vis-à-vis de d'autres profils de migrants marocains, elle est plus ou moins défaillante, quoi. Voilà. J'étais vraiment surpris par ce que vous mentionniez sur l'effet que sur Campus France, hein, le parcours d'un étudiant ou d'une étudiante qui veut venir en France doit avoir 8 000 € bloqués. Alors, ça fait beaucoup de remous là dans la loi. On a notre ministre qui avait menacé de démissionner, mais en fait, finalement, il n'y a rien de nouveau. Et le corollaire à ça, une petite question, c'est qu'il y a pas très longtemps, on nous a annoncé en grande pompe le programme Bienvenue en France, avec à nouveau des frais d'inscription considérables. Est-ce qu'on a maintenant un retour là-dessus? Il y a beaucoup d'universités qui ont dit oui, on va faire des exceptions. Est-ce que ça a été des exceptions pour la forme pendant 1 an, 2 ans? Enfin, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Donc, Bienvenue en France, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, le gouvernement, à l'époque de Édouard Philippe, jugeait que c'était pas normal qu'un étudiant étranger paye les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant français dont les parents travaillent et payent leurs impôts ici en France. Donc, idée de génie, on va multiplier leurs frais d'inscription x 16. Donc, pour un étudiant en licence, au lieu de payer 275 €, il doit payer 2775 €. Et pour le master, au lieu de payer 300 et quelques, aujourd'hui, il doit payer 3700 €. C'est vrai que beaucoup d'universités jusqu'à aujourd'hui n'appliquent pas ça parce qu'ils ont en fait un quota de 10% d'exonération, mais à un moment, ils n'auront pas le choix. Pourquoi? Parce que déjà, pour avoir le label Bienvenue en France, et c'est-à-dire être référencé sur le site de Campus France, il faut l'appliquer. Donc à un moment, ils vont l'appliquer. Et puis en gros, en fait, tellement le gouvernement, l'État de manière générale, s'est désengagé de l'université, et ben, maintenant, c'est aux étudiants de payer leur université. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on commence toujours par les étrangers et après, on va finir par appliquer ça à leurs camarades nationaux aussi. Si je peux me permettre de compléter ce que tu disais, Hicham, pour Campus France et le dépôt, je connais bien la situation au Cameroun, j'ai enseigné longtemps au Cameroun, et dans d'autres pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, il faut ce dépôt, c'est absolument obligatoire. Et du coup, des stratégies se mettent en place, il y a eu très longtemps, des stratégies avec les banques pour faire des dépôts qui sont récupérés par la suite, puis des systèmes de contrôle de ces dépôts, et c'est ce qui se passe maintenant, une espèce de jeu absurde. Des stratégies de contournement. Pour les 8000, pour les 8000 en se fait, décompose comment, etc. Il se décompose en fait, c'est une demande par mois pour obtention de visa étudiant, donc 615 € par mois. Fois 12, donc ça fait 7000 et quelques. Par an. Et là, elle est valable pour le visa étudiant, quelle que soit la zone géographique. Plus une assurance de rapatriement. Sur ce qui est possible aussi sur ce visa-là, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir une bourse d'études, contrairement à ce qui était dans le texte de loi d'une caution, le fait d'avoir un justificatif de bourse permettait, ce justificatif qui couvrait les 615 était pris en compte, ce qui n'aurait pas forcément été le cas dans le cas d'une caution où on devait prouver qu'on les avait déjà. Donc la différence est là. Et pour rebondir aussi sur votre première question, on voit que dans le cadre de la politique européenne aussi, avec notamment ses voisins et le reste du monde, on a dans le programme Erasmus en fait une volonté aussi d'utiliser ce cadre de mobilité encadré pour aussi travailler à ce que la mobilité des étudiants puisse se faire dans le cadre de collaboration entre deux institutions, qu'elles soient européennes ou notamment avec le Maghreb, via aussi des financements Erasmus. Donc il faut voir aussi que cette possibilité de mobilité pour éviter les fuites des cerveaux va se jouer aussi par ce type de mobilité encadrée au service d'une collaboration plus globale, plus systémique entre les deux établissements. C'est aussi le biais que la Commission européenne a trouvé pour aller maintenir de la mobilité, mais faire qu'elle soit
dans un parcours de réussite à la fois sur le territoire européen, mais sur le territoire d'origine du jeune. Vous le savez tous, une partie de nos étudiants étrangers n'obtiennent pas Campus France ou n'obtiennent pas le visa étudiant, et chaque année, y compris en master avec mon master, il y en a plein qui ne l'ont pas eu. Ils ne sont pas remboursés lorsque leur visa est refusé. Ouais. Sans compter des arrivées très tardives. Mais exactement. Oui, je crois qu'on connaît tous malheureusement la situation. J'ai été surpris sur le fait que dans les pays européens, le blocage pour les Français soit une question, si j'ai bien compris, de CTS, ou parce qu'au niveau européen, j'ai beaucoup travaillé sur le doctorat dans des associations d'universités européennes, il est bien souligné depuis les accords de Salzbourg qu'il n'est pas question de compter en ECTS la formation doctorale. Donc je n'ai pas très bien compris votre intervention. Je me suis mal exprimée. En fait, dans le programme Erasmus, là je parle que du cadre Erasmus, parce que de la mobilité internationale en doctorat, il y en a. Enfin, je veux dire, vos étudiants vont dans les conférences internationales. Et dans le cadre Erasmus, qui est vraiment lié au fait d'aller sur place, suivre des cours, et que ce soit reconnu dans la formation d'origine, dans le cadre du doctorat, le fait que cette reconnaissance ne puisse pas forcément de faire de CTS à CETS, puisqu'en fait le calibrage du doctorat va se faire sur les 3 ans, et pas forcément par tranche de modules, etc. Ça dépend des formations à nouveau. C'était sur ce point-là que la différenciation était là. Donc voilà, j'ai peut-être pas compris votre question. C'était bien ça, mais je voulais rajouter qu'il y a eu quand même le programme Marie Curie qui permettait à des doctorantes d'aller passer 6 mois dans d'autres pays. Alors la France l'a peu utilisé, mais j'ai passé un certain temps au Danemark, il était très utilisé. Marie Curie est très utilisé, et on est là sur de la mobilité recherche, et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que sur l'aspect doctorant, le programme Erasmus, tel qu'il est réfléchi, il est réfléchi vraiment plus pour de la mobilité niveau licence, niveau master, et pas spécialement doctorat. Je pense que ça a vraiment été donné dans l'aspect Marie Curie. La chose qui pourrait être intéressante pour les doctorants, le fait qu'en France, et ce n'est pas le cas partout en Europe ou dans le monde, en France, le doctorant est sous 2 statuts. Il a une carte étudiant, il a le statut étudiant, mais par son contrat doctoral, il a aussi le statut salarié et d'enseignant. Donc, pardon, dans le programme Erasmus, il peut tout à fait aussi bénéficier des opportunités que vous, en tant qu'enseignant, vous auriez si on l'autorisait à donner des cours reconnus comme des heures de cours qu'il devait donner. Mais on rentre dans d'autres systèmes qui fait qu'à nouveau, c'est peut-être plus complexe que d'utiliser d'autres types de financement. L'intérêt à la sortie est que le jeune puisse faire une mobilité internationale, qu'elle soit financée par Erasmus ou autre. L'objectif, c'est qu'il y ait l'interaction de la mobilité internationale. C'était à peu près la même question qui a été posée par le collègue, mais je voulais faire un complément. En fait, je prends mon université à Tours, il n'y a pas de problème quand on a des mobilités comme celle-ci d'Erasmus, puisque, par exemple, chez nous, on compte par ECTS, un poster, donc il y a une souplesse. Donc, je n'arrive pas à comprendre la difficulté. Alors, peut-être que c'est pas harmonisé au plan national. Ça m'intéresserait d'échanger avec vous, parce que les retours qu'on a, nous, c'est qu'il y a une difficulté de reconnaissance de ce type de mobilité. Donc, ça m'intéresse, votre expérience, si vous êtes de Tours, ça peut permettre aussi d'avancer sur ce type de sujet. Mais voilà, il n'y a pas d'harmonisation, ce qui fait que c'est de la bonne volonté du directeur de thèse ou du collège doctoral, et tout le monde n'a peut-être pas la même volonté que tout. Déjà, merci beaucoup. C'est juste une petite question qui est peut-être un petit peu hors sujet. Donc, on a parlé des sous. Il y a la lourdeur des dossiers. Je ne suis pas le seul à en avoir marre de faire des demandes de dossiers dans tous les sens, qui sont complexes, qui nécessitent d'apprendre des codes. Pour les étudiants, c'est encore pire. Et typiquement, dans ces demandes de mobilité, en tant que chercheur. Bref, c'était juste une petite remarque générale là-dessus sur des dispositifs nombreux, hyper intéressants, complexes, égal, dossier complexe, temps complexe, et c'est reparti pour encore des demandes de financement. Le frein, là, il est devenu vertigineux dans les labos. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Alors, quand on parle de migration et de mobilité, pour des gens qui ne maîtrisent pas les codes, etc., les dossiers, j'ai fait des demandes de visa pour des pays, c'est infernal déjà en soi, donc essayez la même pour venir chez nous, en fait. Voilà, c'était juste hors sujet. La réalité, ce parcours de combattants, en fait, la France, elle est aussi dans cette concurrence mondiale pour attirer plus d'étudiants, plus des chercheurs, parce qu'il y a des classements, etc. C'est-à-dire, pour vous dire rapidement que, effectivement, la démarche Campus France, elle est traduite en plusieurs langues, en portugais, en arabe, en chinois, etc. Elle est très standardisée, animée par des petites capsules vidéo pour montrer à l'étudiant comment faire la démarche, passer de telle étape à telle étape. Mais le problème, c'est quand l'étudiant arrive ici, pour renouveler son titre de séjour,
Maintenant, soi-disant, pour faciliter les démarches, on a dématérialisé la démarche. Et là, c'est l'infernal. On n'a plus de récépissé. C'est-à-dire, on n'a pas de récépissé, on n'a pas l'accès à nos avantages sociaux, la petite carte, etc. On ne peut pas retourner chez nous, c'est-à-dire lorsqu'on a quelqu'un malade, ou pour aller même en doctorat, pour aller faire une conférence, etc. Ils ont beau être considérés comme des migrants désirables qui s'inscrivent dans l'immigration choisie. Finalement, ces étudiants étrangers, devant la préfecture, ils sont des migrants comme les autres. Ils doivent justifier en permanence la raison pour laquelle ils sont là en France. Après, comme disait Sayad, la seule légitimité de la présence d'un étranger ici en France, c'est le travail. Tu n'as pas de travail, tu es migrant inutile. Je voudrais rajouter que dans tous les dispositifs CIFRE, c'est encore plus compliqué. Enfin, 2 doctorants en CIFRE, c'est encore plus difficile pour les renouvellements. Bon, moi aussi, j'ai vécu toutes ces étapes-là. Depuis la demande de visa là-bas jusqu'à aujourd'hui, j'ai un titre de séjour qui expire. Si j'ai plus de contrat, soit je rentre chez moi, soit je pars ailleurs. Et c'est pour ça aussi, dans mes travaux, je parle de la double fuite des cerveaux, parce que si les pays de départ recusent les pays de destination, et bien la France, à cause de ces démarches administratives kafkaïennes, ces gens-là formés aussi sur les bancs de l'université et des établissements français, et bien ils vont aller ailleurs, pour lesquels au Canada, etc., ils n'ont rien mis sur leur formation, et du coup ils sont contents de les voir venir pour travailler, même juste à côté, en Luxembourg, en Belgique, et puis aussi dans les pays de Golfe. Faire attention à cet argument, parce que c'est celui qui justifie qu'on fait payer les frais de scolarité plus chers. Juste faire attention à celui-là, politiquement, il est à double tranchant, et il est utilisé à double tranchant. Je rebondis sur ce que vous avez dit, dans la mesure où la terminologie utilisée pour qualifier les étudiants en mobilité ou étrangers reste, c'est-à-dire qu'on appelle étudiants en mobilité à l'université les étudiants en mobilité encadrés, c'est l'élite, hein, comme vous dites, de l'aristocratie étudiante, et puis il y a les étudiants en mobilité diplômante, qu'on appelle aussi étudiants étrangers, et on dessine ainsi une catégorisation de ce public qui se retrouve aussi dans l'offre de formation, c'est-à-dire que les uns ont droit à des cours par exemple de langue, ils sont encadrés avec les relations internationales, ils ont plein d'activités, et les autres n'ont rien. Et donc en fait on assiste aussi à une structuration du public étudiant en fonction du type de mobilité, et ce qu'on appelle la mobilité déficitaire, hein, on peut lire ce déficit à travers la terminologie utilisée pour les nommer, tout simplement. Alors j'aimerais savoir comment la Commission européenne, comment Erasmus+ nomme les étudiants. Voilà. Est-ce qu'elle utilise le terme d'étudiants étrangers, étudiants en mobilité, tout simplement, tous les étudiants en mobilité Étudiants en mobilité, mais en fait ça rebondit énormément sur une des priorités du programme Erasmus, qui est la question d'inclusion. Inclusion aussi, de faire que la mobilité soit ouverte à tous, pour tout type d'étudiants français qui souhaitent faire une mobilité internationale. Mais sur cette partie de financement Erasmus pour les étudiants internationaux qui viendraient de l'étranger dans le cadre de mobilité encadrée, il a clairement été mis la pression sur le fait que ce ne soit pas réservé à l'élite. C'est le terme que vous avez utilisé, notamment dans le terme de cette mobilité encadrée, qu'elle soit le plus ouverte possible. Et là, il est important de nous de travailler. Donc, il y a des bureaux Erasmus+, hein, dans tous les pays du Maghreb, il y a des bureaux Erasmus+, qui nous aident et qui aident aussi les établissements français, les établissements locaux à comprendre quel est derrière ce mot d'inclusion qui ne revêt pas du tout la même définition d'un pays à l'autre, quelle est la stratégie d'inclusion, quel est l'étudiant qu'on estime être le plus éloigné de la mobilité, pour essayer d'aller toucher d'autres étudiants de l'élite, qui auraient peut-être probablement pu aussi bouger sans un financement Erasmus, parce qu'il aurait pu mettre les 8 000 € par d'autres biais sur son compte en banque. Donc ça bouge énormément, et voilà, c'est ce genre aussi de questionnement qui traverse le programme Erasmus et la Commission européenne. Les solutions ne sont pas évidentes, pour toutes les raisons qu'on dit depuis ce matin aussi sur ce type de sujet. Mais en tout cas, la réflexion, elle est là. On est clairement poussé dans ce sens-là depuis le début de cette programmation. On verra dans 2 ans maintenant les impacts quand on fera les statistiques. Je voulais juste rapidement. Là, par exemple, Campus France vient de publier les derniers chiffres, et puis il constate qu'effectivement, la mobilité étudiante entrante en France est en train de reprendre après la crise du Covid. Mais en fait, si vous lisez bien le rapport, pourquoi cette mobilité a augmenté? C'est grâce aux mobilités de crédit, c'est-à-dire les mobilités comme Erasmus là. Les autres mobilités, c'est-à-dire les mobilités diplômantes, ils sont en stagnation, et la France, aujourd'hui, dans le rapport, on dit qu'il est en 6e position, mais en fait, il est en 7e position. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, il était en 5e position. Donc ça veut dire en 5 ans, là, il a perdu déjà 2 places. Merci.